Bonjour à tous, je me présente, j'ai le plaisir d'animer une équipe que je vais vous présenter d'ici quelques instants, qui a organisé ce webinaire. Je suis moi-même en région du côté de Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté, et je suis par ailleurs animateur national de la filière orge brassicole. Peut-être dans la minute que nous avons avant de démarrer les trois dossiers que nous avons proposés, quelques chiffres clés sur les orges. Retenez grosso modo qu'en moyenne, nous avons en France 1,8 million d'hectares d'orges, que parmi ces 1,8, on en a 1,2 d'orges d'hiver et escourgeons, que l'on en a 600 000 hectares en orge de printemps. Ça, c'est pour des questions de surface. Si on regarde du côté de la production, un rappel, environ 12 millions de tonnes sont produites tous les ans par la France en orge. C'est grosso modo 8 millions d'orges fourragères. Ce sont soit des orges qui sont autoconsommées, soit des orges fourragères qui ont été semées pour être fourragères, soit des orges de brasserie qui ont fini fourragères. Et pour aller à 12 millions, il en reste 4. Ce sont donc 4 millions de tonnes d'orge brassicole. Petit clin d'œil à notre spécificité française de production d'orge de brasserie. Sachez que 20% des bières qui sont brassées dans le monde le sont avec des orges de brasserie françaises. Donc voilà pour cette brève introduction concernant le test son. Nous voilà donc arrivés sur ce webinaire orge, aussi bien orge d'hiver qu'orge de printemps, aussi bien orge fourragère qu'orge brassicole, vous le verrez au cas par cas. Derrière l'écran, une équipe avec des ingénieurs régionaux. Parmi eux, 3 vont intervenir sur les 3 dossiers que nous vous proposons ce matin, à savoir Aurélie Augis, Justin de Reckner et Cyril Gaujard. Nous aurons aussi des séances de questions-réponses, une modération pendant le chat que vous connaissez tous, et c'est notre collègue ingénieur régional en Poitou-Charentes, Céline Driot, qui assurera cette fonction-là. Et puis, je souhaiterais associer à notre travail des experts qui sont dans le département recherche et développement d'Arvalis, qui nous ont aidés à mettre au point les différents topos qui vous seront présentés ce matin, et certains sont autour du micro pour répondre ou compléter sur des questions qui seraient posées au cours de séances que je vous préciserai un petit peu plus loin. Il s'agit d'Isabelle Chaillet qui s'intéresse aux variétés, de Philippe Crosson qui s'intéresse aux maladies, de Jean-Charles Desvart plutôt du côté de la physiologie, et enfin Hélène Lagrange du côté de la fertilisation azotée. Enfin, dans l'équipe, 2 personnes que je souhaite remercier et qui ont un rôle très important, sinon on n'y arriverait pas. C'est d'une part Christelle Moreau, donc, qui est notre assistante en Bourgogne-Franche-Comté, qui a réglé et qui règle toutes les questions d'administration de ce webinaire. Et puis sur la gauche, Éléonore Pascal, également ingénieure régionale en Bourgogne-Franche-Comté avec moi, qui assure la production de ce webinaire, c'est-à-dire que c'est grâce à elle que les diapositives vont défiler tranquillement les unes après les autres. Merci à elle. 3 temps forts au cours de ce webinaire, c'est les 3 temps forts que nous avons promis dans le programme lorsque vous vous êtes inscrits. Un premier sur lequel nous revisiterons du mieux possible, avec un certain nombre d'hypothèses forcément, le dossier date de semis des orges d'hiver, date de semis des orges de printemps. Un deuxième dossier qui sera consacré à la fertilisation azotée des orges, qu'elles soient d'hiver ou de printemps, et vous savez que cette année, c'est d'autant plus important de partager ce genre de dossier que les conditions économiques, en particulier du prix des engrais azotés, sont compliquées. Et puis, troisième temps que nous aurons au cours de cette matinée, un temps sur la protection contre les maladies, intitulé protéger contre les maladies du feuillage dès le semis, à savoir que nous aborderons aussi bien des questions de protection de la semence que de protection
en cours de végétation sur le feuillage. Je vais passer maintenant la parole à Aurélie Augis qui va se présenter et nous présenter ce dossier date de SMI. Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie Augis, ingénieure régionale centre basée à Boigneville. Donc ce matin, je vais vous présenter nos dernières avancées, nos derniers résultats sur les dates de SMI, aussi bien des orges de printemps que des orges d'hiver, et les impacts sur le rendement et la qualité sanitaire de nos orges. Donc pour commencer, nous allons voir la phénologie des orges. Donc vous avez tout en haut un calendrier qui s'étale de l'automne jusqu'à l'été et sur laquelle nous avons positionné 3 grands types d'accidents climatiques liés au froid, à la sécheresse et au chaud. Et donc vous voyez par les vagues bleues, oranges et rouges l'intensité de ces vagues qui peuvent survenir au cours du cycle des orges. Nous avons positionné aussi donc, des seuils indicatifs à dire d'experts et quelques années climatiques caractéristiques de ces accidents pour pouvoir vous donner des points de repère. Vous avez sur le cadre vert la période idéale de croissance pour les orges, donc ça correspond à les éléments de rayonnement, de durée du jour et de disponibilité en eau idéale pour permettre la croissance de nos orges. Finalement, nos orges ont des stratégies différentes face à ces accidents climatiques et vont avoir des stratégies d'évitement. Les orges d'hiver, tout simplement, vont éviter les périodes échaudantes sur leur fin de cycle, mais par contre vont être présentes dès l'automne et donc sur la période hivernale au cours de laquelle il peut survenir des accidents liés au gel. A contrario, les orges de printemps, elles, ayant un cycle plus court et semées au printemps, vont éviter toute cette période hivernale auquel peuvent survenir du gel et vont terminer leur cycle en période échaudante. De ce point de vue-là, et face aux conditions climatiques, au réchauffement climatique actuel, les hivers sont de moins en moins rigoureux, ce qui fait que les orges de printemps qui sont semées à l'automne peuvent tirer tout simplement leur épingle du jeu, puisque les accidents de gel hivernaux sont moins réguliers, moins fréquents. Et donc, on a des chances de réussir des orges de printemps semées à l'automne qui, par leur cycle, vont éviter les périodes échaudantes de fin de cycle. Sur la diapositive suivante, vous retrouvez le même calendrier sur lesquels nous avons positionné le développement foliaire des orges en haut du graphique en vert et le développement racinaire sur la partie basse, aussi bien pour les orges d'hiver que pour les orges de printemps semées à l'automne et celles semées au printemps. Donc tout d'abord, ce que l'on peut constater, c'est que les orges de printemps semées à l'automne ont un rythme de développement, aussi bien racinaire que foliaire, très similaire aux orges d'hiver. Elles sont juste décalées dans le temps du fait de leur semis en général plus tardif. Les orges d'hiver vont avoir un système racinaire qui se développe très précocement et qui va rapidement descendre en profondeur, leur permettant ainsi de résister au stress hydrique sur la fin des cycles. A contrario, ceci les expose à des risques d'hydromorphie au cours de l'hiver. En parallèle, elle développe un système, juste la diapo d'avant, excuse-moi. En parallèle, elle développe un système foliaire qui leur permet de capter le rayonnement dès le début, au cours du mois de mars et d'avril. Et par contre, ceci les expose à une contamination pathogène assez précoce. Les orges de printemps, elles, vont développer leur système foliaire sur des périodes où le rayonnement maximum est le plus important, courant mai et juin. Et du fait de ce temps plus restreint, vont être moins sensibles à la contamination pathogène. A contrario, vous voyez que leur système racinaire va se développer plus lentement, être un petit peu moins profond, et donc cela va exposer les orges de printemps au risque hydrique sur la fin de cycle.
Donc, sur la diapositive suivante, je vous présente un accident lié au gel tardif qui a eu lieu en 2017, qui était une année où il a pas mal gelé. Donc, vous avez ici la représentation de l'un de nos essais basé dans l'Aveyron, un essai variété, qui a gelé en 2017. Donc, on vous présente les rendements en quintaux hectares en fonction des dégâts de gel. Et on constate que les dégâts de gel ne sont pas les mêmes en fonction de la date d'épiaison de nos orges. En effet, les orges qui ont épié au 20 avril et celles qui étaient épiées entre le 21 et le 23 avril ont subi le gel qui est survenu sur cette période-là. Les orges qui ont épié au-delà du 24 avril, elles, ont été beaucoup plus épargnées par le gel. Et ceci s'explique par le fait que la gaine a protégé les épis, à contrario des orges qui, elles, avaient déjà épié et qui étaient donc en lien, en contact direct avec le froid. Donc, les variétés tardives dans ce type de milieu s'en sortent mieux face au gel et obtiennent de meilleurs rendements. Et vous voyez donc l'illustration sur la droite qui correspond à la même année à une situation dans la vallée de l'Armançon. Donc, toute la partie vert clair correspond effectivement à de l'orge qui a gelé. Et on constate que ça correspond aux zones de pente et les zones plus fraîches de circulation de courant froid. Donc, il est préférable dans les vallées, dans les talwegs, donc en gros les lieux les plus frais, de privilégier des variétés tardives dès lors que vos sols sont en capacité de les valoriser et qui sont suffisamment profonds pour pouvoir les valoriser. Donc, on va faire un point sur les dates de semis et les conséquences sur le rendement en commençant tout simplement par les orges de printemps. Ici, on est en semis en cré de Champagne sur une compilation d'essais entre 1999 et 2017. Vous avez donc le rendement en quintaux hectares en fonction de la date de semis de nos orges. On constate une chose, c'est que le gros nuage de points se situe entre le 20 mars et le 20 février, le 20 février et le 20 mars. C'est-à-dire qu'à cette période-là, vous ne prenez pas de risque à semer des orges de printemps dans les crêts de Champagne. Au-delà du 20 mars, tout va dépendre de l'offre climatique qui va suivre. C'est-à-dire qu'en crêt de Champagne, dès l'instant où vous avez des pluies autour de 120 mm, alors vous assurez un rendement suffisant, un rendement correct, satisfaisant en orge de printemps. Dès l'instant où ce cumul de pluie de 120 mm n'est pas réuni, alors vous prenez un risque en semant vos orges au-delà du 20 mars. Concernant les orges d'hiver, sur la diapositive suivante, vous avez donc ici une représentation un petit peu différente de la précédente. Toujours en fonction de la date de semis, vous avez le rendement en pourcentage du rendement maximum de l'essai. Je m'explique. En général, vous avez sur les semis précoces le rendement maximum qui est atteint. Prenons l'année 86, vous avez 3 dates de semis. À la fin septembre, où vous avez 100% du rendement, c'est-à-dire le rendement le plus important par rapport aux 3 dates de semis. Une date au début octobre, qui, elle, représente 80% du rendement de la date 1. Et une date au 30 octobre, où là, vous avez obtenu 60% du rendement de la date numéro 1 à la fin septembre. Voilà comment se lit le graphique. Ce qu'on constate, c'est que plus l'on sème tard les orges de printemps, et plus vous avez une perte de rendement. Effectivement, en général, les semis précoces d'orges d'hiver vont permettre d'obtenir le meilleur rendement. Mais on constate aussi que la perte de rendement est de moins en moins marquée en fonction sur les dernières années, en fait. Elle était plus marquée il y a 20-30 ans. On constate également que la perte de rendement est plus importante sur des sols séchants qui sont indiqués en rouge que sur des sols favorables indiqués en bleu. Donc là, on est toujours sur des essais qui sont indemnes de bioagresseurs et d'adventices. Je vous fais un petit focus sur des essais récents qui ont eu lieu en 2020 et 2021, où on a comparé des semis normaux autour du 15-20 octobre et de semis tardifs autour du 25 octobre-10 novembre. On a constaté que la perte de rendement n'était que de 6 quintaux hectares entre les semis tardifs et les semis dits normaux. C'est-à-dire que la perte de rendement, pour un décalage de semis de 2 à 3 semaines, est plutôt modérée sur la partie nord de la France.
on a également constaté que le classement variétal était globalement le même entre les dates 1 et les dates 2 de semis, pour les variétés que nous avons testées. Donc, il semblerait que nous ayons un peu plus de flexibilité dans la date de semis qu'il y a 20 à 30 ans. Et donc, ce type de résultat, nous pouvons le retrouver pour la moitié sud de la France, avec des décalages sur la droite. Je vous fais ici un petit focus sur l'impact de la date de semis sur la JNO. Ici, c'est un essai variété qui a eu lieu dans l'Essonne en 2019-2020. Et donc, sur la photo, vous voyez bien la différence entre les semis réalisés au 4 octobre sur la partie basse de la photo, où vous voyez donc des variétés qui sont indemnes et les autres qui ont subi les attaques de JNO. Sur la partie haute de la photo, vous voyez donc les résultats obtenus pour les semis au 26 octobre. Donc, ce qu'on voit visuellement sur la photo, on le retrouve dans les rendements à côté. Il semble que les variétés sensibles à la JNO ont perdu 44 quintaux-hectares en étant semées au 4 octobre par rapport à des dates de semis au 26. Sur des variétés tolérantes, la perte de rendement est également présente, mais elle est bien moindre puisqu'on ne perd que 12 quintaux-hectares. J'attire votre attention sur un point, c'est qu'ici, on parle bien de tolérance et non pas de résistance. C'est-à-dire que même si les variétés sont dites tolérantes à la JNO, elles peuvent subir des attaques de JNO et avoir une perte de rendement. C'est juste que cette perte de rendement sera bien moindre par rapport à des variétés qui sont dites sensibles à la JNO. Donc ici, on voit bien par cette illustration que retarder la date de semis des orges d'hiver, excusez-moi, permet bien de diminuer fortement le risque d'attaque de JNO et permet de préserver le rendement. Donc une fois qu'on a vu ça, on s'intéresse à la nuisibilité des maladies, aussi bien pour les orges d'hiver, les orges de printemps, semées d'automne et semées de printemps. Ici, vous avez l'écart entre les témoins et les témoins non traités en quintaux-hectares en fonction de la date de semis, aussi bien pour les orges de printemps que les orges d'hiver. Sur des essais de 2020 et de 2021, essais sur lesquels on avait une pression qui était plutôt faible à modérée en termes de maladies. Vous voyez sur la partie gauche qu'on a l'orge KWS Faro, qui est une orge d'hiver, pour des semis en octobre et pour des semis en novembre. Donc, les semis en novembre, en bleu, accusent une perte de rendement liée à la nuisibilité de maladies de 6 quintaux-hectares par rapport aux 9 quintaux et demi pour une date plus précoce. C'est-à-dire que décaler la date de semis d'une orge d'hiver permet déjà de préserver 3 quintaux-hectares. Sur la partie droite, vous avez des orges de printemps, l'orge RAGT Planète, semée en novembre, la rouge, et au printemps en bleu. Là, on constate que pour des semis de novembre, vous avez une perte de rendement de l'ordre de 16 quintaux-hectares pour cette orge de printemps semée en novembre. C'est-à-dire que semer une orge de printemps en automne expose grandement à la pression maladie et notamment à la pression de rhinchosporiose. Et donc, pensez bien une chose, c'est que les indications de nuisibilité de maladie des orges de printemps sont faites sur des orges de printemps qui sont semées au printemps. C'est-à-dire qu'il est indispensable d'aller suivre l'état sanitaire de vos parcelles lorsque vous semez des orges de printemps à l'automne, même si vous avez opté pour des variétés qui sont dites peu sensibles à certaines maladies. Donc, une fois qu'on a constaté ça, je vous propose un petit focus en primeur sur l'essai date de semis qui est en cours actuellement dans Plaine de Dijon et qui correspond à la gestion des vulpins en lien avec la date de semis. Donc ici, vous avez 2 orges de printemps, 2 orges d'hiver, qui sont semées au 1er octobre et semées au 20 octobre. Les 2 photos ont été prises le même jour, au 11 novembre, et vous constatez sur l'orge semée au 1er octobre qu'il y a déjà des levées de vulpins au 11 novembre, alors que sur la photo de droite, pour les semis au 20 octobre, la micro-parcelle est encore propre. C'est-à-dire que décaler la date de semis de déjà 3 semaines en Plaine de Dijon vous permet de limiter vos levées de vulpins dans ces parcelles.
Donc cet exemple-là illustre nos résultats au niveau national sur la diapositive suivante, où ici, on regroupe tous nos résultats, y compris sur blé tendre et sur orge d'hiver. Donc sur le graphique, vous avez la somme de degrés jour entre deux dates de semis. Et sur le côté, vous avez le rendement en pourcentage du nombre d'adventices que vous obtenez entre deux dates de semis. Je m'explique. En date 1, en mois d'octobre, on considère que vous avez 100% d'adventices sur votre parcelle. Et au-delà de 200 degrés jour, on voit qu'on a réduit la population d'adventices de l'ordre de 20 à 90%. Donc, vous avez une très forte variabilité sur ces dates-là. Par contre, dès lors que vous décalez votre date de semis de 300 degrés jour, à ce moment-là, vous arrivez à réduire vos populations adventices plutôt de l'ordre de 70 à 90% de réduction. Donc, c'est assez important. Donc, dès l'instant où vous décalez votre date de semis de 200 degrés jour, vous avez déjà un effet positif sur le niveau d'infestation de vos graminées dans vos parcelles, aussi bien de blé tendre que d'orge d'hiver, et aussi bien en vulpin qu'en régras. Alors, vous allez me dire, OK, mais à quoi ça correspond 200 degrés jour, 300 degrés jour? Moi, ça ne me parle pas. Donc, sur la diapositive suivante, je vous ai proposé ce que ça donne pour 3 stations météo différentes. Orléans, Dijon et Metz. On est sur une analyse fréquentielle de 2000 à 2020, et donc on est bien sur des dates moyennes, des dates médianes, c'est-à-dire qui surviennent en à peu près 1 an sur 2. Donc, pour des semis au 1er octobre, les 200 degrés jour à partir du 1er octobre surviennent autour du 15 octobre. Et les 300 degrés jour à partir du 1er octobre arrivent autour du 24-26 octobre sur ces 3 stations-là. C'est-à-dire que décaler la date de semis de 3 semaines dans ces régions apporte déjà un impact positif sur votre gestion des adventices dans vos parcelles. Et donc, pour conclure, sur cette partie, je vous présente un petit topo sur un essai qui a eu lieu en plaine de Dijon entre 2017 et 2018, où là, on a comparé les orges de printemps aux orges d'hiver. Donc, vous avez bien, pour 3 dates de semis, à la fin septembre, à la fin octobre et à la fin février, le rendement en quintaux hectares qui est présenté sur la gauche. Et pour cela, vous avez les orges d'hiver qui sont en orange sur le graphique et les orges de printemps qui sont en bleu. Vous avez également 2 dates, donc c'est-à-dire 2017 qui est exprimé en pointillé et 2018 en trait plein. Donc, ce qu'on constate au premier abord, c'est que les orges d'hiver, donc en orange, voient leur rendement chuter dès lors que l'on décale de plus en plus leur date de semis. Donc, on obtient sans surprise les meilleurs rendements pour des semis fin septembre et bien sûr pour des semis fin février. Les rendements d'orge d'hiver sont catastrophiques et bien sûr, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Pour les orges de printemps, c'est plus complexe. Vous voyez que pour des semis de fin septembre, le rendement entre 2017 et 2018 est très aléatoire, en fait. Tout cela s'explique par le fait qu'il est survenu un gel sur la campagne de 2018, qui a fortement impacté le rendement. Par contre, on constate bien que semer des orges de printemps en plaine de Dijon à la fin octobre permet de déplafonner nos rendements par rapport à des semis de fin février. Et voilà pour moi. Je vous remercie. Merci Aurélie. Je reprends la parole pour résumer rapidement ce qui a pu être présenté au cours de ce dossier. Dans le cadre d'un dérèglement climatique que nous avons tous observé, si nous avons souhaité vous présenter ce dossier-là, c'est parce qu'il nous semble qu'on a probablement plus de flexibilité qu'on en avait dans le passé sur les dates de semis des orges. Alors des orges d'hiver et des orges de printemps, je dirais.
À savoir que sur les orges d'hiver, il semblerait que décaler la date de semis, c'est quelque chose de plus réaliste que ça ne l'était dans le passé. Hein. C'était facile, relativement facile à faire en blé, c'était semble-t-il plus difficile à faire en orge. Donc ça, c'est une possibilité. Avec en prime, vous l'avez observé, Aurélie nous l'a montré, des avantages vis-à-vis de la lutte contre les bioagresseurs, puisque moins de JNO, moins de mauvaises herbes, moins de maladies globalement, en décalant la date de semis de 15 à 20 jours, en particulier sur les régions nord de la France. Du côté des orges de printemps, là aussi, semble-t-il de la flexibilité. De plus en plus d'orges de printemps voient leur date de semis avancer, même à tel point que certaines sont semées en fin d'automne. Ça aussi, c'est probablement lié à des aléas climatiques ou un réchauffement global de la planète qui peut faire que ces orges de printemps semées d'automne nous produisent des rendements et des qualités meilleures que si elles avaient été semées au printemps. En revanche, là je dis en revanche par rapport aux orges d'hiver où j'avais été positif, en revanche, dans ce cas-là, vous savez très bien que l'on perd l'avantage dit de l'espèce de printemps, et on perd aussi l'avantage vis-à-vis de la sensibilité ou de la tolérance, je dirais plutôt, aux maladies, puisque ces orges de printemps et d'automne deviennent extrêmement malades. Donc voilà pour ce résumé, mais retenez le mot de flexibilité, sans doute beaucoup plus vrai aujourd'hui dans le nord, dans la grande moitié nord de la France que dans la moitié sud, où les choses étaient déjà beaucoup plus avancées sur ce dossier-là. J'ai quand même tendance à penser que dans la moitié nord, on a des progrès à faire sur ces différents décalages de date de semis. Et je vous propose de poursuivre notre session avec Justin de Reckner qui va se présenter et nous présenter le dossier dont il a la responsabilité autour de la fertilisation azotée des orges. Merci Luc. Donc bonjour à toutes et à tous, Justin de Reckner, je suis ingénieur régional en Champagne-Ardenne et on va passer ensemble une vingtaine de minutes sur la gestion de la fertilisation azotée sur les orges d'hiver et orges de printemps avec une mise en œuvre des outils de pilotage pour profiter donc des années favorables. Alors, on ne pouvait vous parler d'azote sans vous évoquer le contexte actuel que vous connaissez tous, c'est-à-dire une envolée des prix de l'azote sans précédent. Alors, simplement à titre d'illustration, vous retrouvez sur ce graphique l'évolution du prix d'achat agriculteur de l'unité d'azote pour trois grandes formes qui sont l'ammonitrate 33,5, l'urée solide et la solution azotée. Alors sur le graphique, on a un pas de temps qui va de janvier 2008 jusqu'à fin de l'année 2021. Et donc vous observez on fait face donc à un pic jamais atteint auparavant. Le dernier pic en date se trouvait post-crise 2008. Et donc là, on a atteint des niveaux jamais connus. Dans ce contexte, on pourrait forcément se poser la question d'un ajustement de la dose totale, mais au vu des prix actuels des céréales, les enjeux sur les marges sont faibles vis-à-vis des enjeux de production et de qualité. Donc on va vous proposer dans ce webinaire sur la fertilisation de passer en revue nos recommandations à mettre en œuvre sur la campagne. Donc notre première recommandation, c'est de viser à avoir un calcul précis de votre dose prévisionnelle. Donc vous le savez, pour calculer vos doses prévisionnelles, on fait appel à des méthodes de calcul différentes en fonction des régions, mais qui se basent toujours sur le même principe, c'est-à-dire avoir un équilibre entre la fourniture en azote de votre sol ou les fournitures exogènes que l'on va apporter sur la parcelle pour répondre aux besoins de votre culture. Donc au vu du contexte actuel, l'idée c'est vraiment que pour chacun des postes qui sont pris en compte dans le calcul, qu'on vise à avoir une précision pour s'adapter à l'année. Alors, les premières recommandations, c'est tout d'abord de correctement référencer votre type de sol pour le calcul de dose prévisionnelle, puisqu'en fonction du type de sol, vous allez avoir des postes qui vont fortement varier sur le calcul de dose.
Ensuite, essayez de vous baser sur des reliquats réalisés dans vos parcelles, notamment si vous êtes sur des précédents protéagineux ou bien ou bien si vous avez des apports de matière organique de manière régulière sur vos parcelles. En ordre de grandeur, en adaptant le reliquat à l'année, on peut avoir des ordres de grandeur, des variations de plus ou moins 40 unités sur votre dose totale. Ensuite, estimer au plus près l'azote absorbé en sortie d'hiver. Ça, c'est un poste également important. En ordre de grandeur, on a, en prenant en compte la méthode du bilan additif, on peut facilement faire varier la dose de plus ou moins 10 unités d'azote, puisqu'on considère que nos orges d'hiver, en sortie d'hiver, à partir du mètre brun, ont absorbé 5 kg d'azote par hectare par émission de thalles. Donc, entre une orge à 2 thalles ou à 4 thalles, on va avoir des ordres de grandeur de 10 unités sur notre dose totale. Ensuite, cherchez à avoir un objectif de rendement qui soit réaliste à l'année en vous basant sur les méthodes de calcul, puisque si on se trompe jusqu'à 5 quintaux sur l'objectif de rendement, on a des ordres de grandeur donc de 10 unités sur le calcul de dose. Donc tout ça mis bout à bout, on peut facilement arriver sur des doses qui varient jusqu'à 60 unités d'azote. Donc voilà, c'était simplement un rappel pour essayer de coller au plus près à la réalité dans le contexte actuel. Alors, on parle de dose totale, de dose prévisionnelle, mais on a souvent des remontées terrain qui nous disent que les doses prévisionnelles sur les orges d'hiver sont trop faibles et pas forcément adaptées pour cette culture-là. Alors, on s'est posé la question chez Arvalis de regarder ce qu'il en était vraiment. Alors, vous voyez dans le graphique présenté, c'est la répartition des essais, tout secteur confondu sur Arvalis, qui compare les doses prévisionnelles, les doses X, par rapport à la dose optimale qui est calculée a posteriori en se basant sur des courbes de réponse. Donc, on voit en fait qu'on a une répartition normale entre nos doses prévisionnelles et nos doses optimales sur 116 essais menés de 1997 à 2020 sur 27 départements. En fait, on a 34% de nos doses X qui sont relativement proches, à plus ou moins 20 unités, de la dose optimale calculée a posteriori. On voit également qu'on a une bonne proportion, on a 39% des doses prévisionnelles qui sont surestimées. Donc ça, c'est lorsque on se trouve dans des années où le potentiel n'a pas été là, les doses X calculées peuvent être surestimées. Et à contrario, si on est dans des années à fort potentiel et la dose X peut ne pas suffire pour atteindre le rendement optimal, et donc on a des doses X qui peuvent être sous-estimées. Mais donc gardez en tête que au final, les doses prévisionnelles sur orge d'hiver suivent quand même une loi normale et sont plutôt centrées sur la dose optimale. Néanmoins, on a quand même des écarts qui peuvent parfois être importants, de plus ou moins 60 unités dans certains cas. Et donc, sachez que chez Arvalis, on travaille toujours à l'optimisation du calcul de doses prévisionnelles. Et c'est pour cela que cette année, nous avons mené des comparaisons d'assimilation de la fourniture d'azote du sol entre les orges d'hiver et les blés. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Parce que il faut savoir que dans le calcul de dose, on a la fourniture du sol, d'azote du sol, est considérée comme identique entre les orges d'hiver et les blés.
Et donc, on a mené des essais en situation sans apport exogène d'azote pour voir si les orges et les blés assimilaient de la même manière l'azote fourni par le sol. Donc, on n'a pas de conclusion pour cette première année de test. Néanmoins, on peut voir de suite qu'on a des ordres de grandeur de plus ou moins 20 unités qui peuvent être absorbés à floraison par l'orge par rapport au blé. Donc on a des résultats non constants en tressé et en fait on peut déjà observer des tendances ou les questions qui seront à creuser par la suite, c'est qu'on a sans doute des effets probables de la précocité de l'orge par rapport au blé, c'est-à-dire que au vu du cycle plus court, peut-être qu'il y a un enracinement différent qui fait qu'il est plus difficile de l'orge de capter l'azote fourni par le sol, ou bien aussi, sans doute, une autre hypothèse qui est, au vu de ce cycle plus court, qu'il y ait un nombre de jours normalisé, c'est-à-dire un nombre de jours où il y a un potentiel de minéralisation du sol qui soit différent entre l'orge et le blé. Donc des travaux à poursuivre par la suite. Donc pour la campagne, on a vu, premier levier, c'est de calculer au plus précis la dose X. Ensuite, ça va être de maximiser l'efficience de l'azote, aussi bien sur orge d'hiver que sur orge de printemps. Alors si on fait le focus orge d'hiver, vous retrouvez sur le graphique ici la répartition de 304 essais Arvalis menés en Champagne-Ardenne, en Cré et Limon de 90 à 2020. Et on a en fait la répartition du CAU, du coefficient apparent d'utilisation en orge d'hiver. Alors le coefficient apparent d'utilisation, c'est une valeur qui nous donne la proportion d'azote apporté qui a été valorisée par la culture. En ordre d'idée, un CAU de 80%, ça signifie que pour 100 kg d'azote apporté, on a seulement 80% d'azote qui ont été valorisés par la culture. Donc sur le graphique, on voit que, et ça on peut l'extrapoler dans d'autres régions, eh bien on a des CAU moyens qui sont de 83% sur ces 304 essais, et on a plutôt des CAU qui sont plutôt corrects pour cette culture-là. Donc les enjeux d'augmentation de CAU pour maximiser l'efficience de l'azote ne sont pas énormes sur orge d'hiver. Néanmoins, il nous semblait intéressant de vous présenter quelques éléments. C'est-à-dire, on s'est orienté sur la possibilité de réaliser un fractionnement en 3 apports sur orge d'hiver. Donc, vous avez 2 graphiques ici. Un en haut qui traite du rendement, celui du dessous qui traite des protéines, qui compile en fait des essais Arvalis sur orge d'hiver de 1994 à 2018 et qui vient comparer à dose totale identique les rendements ou les teneurs en protéines en 2 apports, c'est ce que vous retrouvez sur l'axe des abscisses, ou en 3 apports, c'est ce que vous avez sur l'axe des ordonnées. Alors, il faut savoir que les rendements qui sont aux teneurs en protéines qui sont donnés en 3 apports, c'est bien à dose totale identique, c'est-à-dire qu'il y a eu 40 kg d'azote prévus au 2e apport qui ont été reportés sur le 3e, et le 3e apport a toujours été réalisé au stade de nœud. C'est également un élément important. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces graphiques-là? On voit on voit des nuages de points. Si les points se trouvent au-dessus de la bisectrice que vous avez sur le graphique, c'est-à-dire qu'il y a un avantage à avoir réalisé un fractionnement en 3 apports, que ce soit pour le rendement ou la protéine. Alors, on voit en fait toute situation confondue, hein, je le précise bien, c'est tout débouché, toute situation pédoclimatique, on a une tendance à avoir un léger gain de rendement qui est non significatif de plus 1,8 quinto-hectare et pas forcément d'effet sur la protéine. Également, un élément à prendre en considération, c'est qu'on voit dans les nuages de points, notamment sur le rendement, on voit des points bleus qui correspondent aux essais réalisés avant 2010. Et on se rend compte que souvent, ce sont ces points bleus qui tendent vers le haut, qui tendent à avoir des avantages en rendement avec un fractionnement 3 apports. Néanmoins, on voit que depuis ces dernières années, on a les essais qui s'alignent, ce qui signifie donc
qu'il n'y a pas de risque majeur à fractionner en 3 apports sur les orges d'hiver. Et donc, pourquoi ce message? Tout simplement pour vous dire qu'en fonction du contexte de l'année, le fractionnement 3 apports, pardon, pourra être un levier pour maximiser les apports d'azote. Alors, sur orge de printemps maintenant, on a également le graphique ici qui vous donne la répartition des valeurs de CAU dans 174 essais, toujours menés en CRE par Ardalis et des partenaires régionaux cette fois-ci. On voit que sur orge de printemps, l'enjeu est beaucoup plus important de maximiser l'efficience de l'azote, puisqu'on a des CAU moyens sur nos essais qui sont de 60%. Tout simplement parce qu'on a tendance à avoir des périodes plus sèches sur les orges de printemps lorsqu'on réalise les apports. Donc, on a des enjeux vraiment à chercher à gagner en efficience sur ces apports-là. Donc, quelles sont les recommandations sur orge de printemps? Tout d'abord, c'est de suivre la dynamique d'absorption pour réaliser les apports. Donc, vous avez à gauche un petit graphique qui vous donne tout simplement un ordre d'idée de l'absorption de l'azote en fonction de différents stades. Et donc, pour ce faire, on s'est posé la question, puisqu'on a de nombreuses pratiques qu'on observe parfois en plaine, qui sont des pratiques en fertilisation d'orge de printemps, de stratégie de 100% de l'azote apporté au SMI. Donc, mais vous voyez, au SMI, l'azote absorbé, il y a une très faible quantité d'azote absorbé dans la plante. Donc, les besoins ne sont pas totalement au SMI. Donc, on est venu comparer, c'est le graphique que vous avez en bas, les écarts de rendement pour différents essais entre une stratégie d'apport au semis puis attelage contre, à dose identique, des apports qui ont été réalisés tout au SMI. Sur 48 essais, Ardalis, également des essais partenaires. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une très forte proportion des essais qui sont en faveur du fractionnement, c'est-à-dire fractionnement semis puis tallage, et non pas de tout mettre au SMI, puisque je le rappelle, tout au SMI, il n'y a pas une très grosse valorisation de l'azote. Donc c'est un premier élément, aller sur le fractionnement en orge de printemps. Et le second élément, c'est de prendre en compte le risque climatique. Alors, si on cherche à prendre en compte le risque climatique, c'est-à-dire chercher à porter en prévision de pluie, tout en étant en collant aux besoins de la plante, eh bien, on s'est posé la question de regarder quelle était la meilleure stratégie dans le fractionnement. Donc, c'est le graphique que vous avez en bas, pour 14 essais Ardalis et partenaires également. On a comparé du fractionnement avec 1/3 de la dose totale au semis, puis 2/3 à tallage, contre une stratégie de 2/3 au semis, puis 1/3 à tallage. Donc, typiquement, 1/3 au semis, 2/3 tallage, ça représente à peu près 50 unités au semis, puis le solde à tallage. On voit sur cette synthèse que l'on a 80% de nos essais qui ressortent en faveur d'une stratégie 1/3 puis 2/3. Alors, on pourrait se dire, mais 2/3 attelage, mais s'il n'y a pas de pluie, j'ai un printemps sec, il y a un risque important. Sachez quand même que comme on colle plus à la dynamique d'absorption de l'azote de la plante, eh bien, on a des CAU qui peuvent être améliorés. On le voit là dans les essais, on a vous retrouvez des essais qui sont illustrés en jaune. C'est lorsqu'on a eu des printemps secs. Et quand bien même on a des printemps secs, cette stratégie de 50 semis puis solde attelage reste le plus efficient sur orge de printemps. Donc voilà, à retenir, fractionnement et un fractionnement 1/3 semis puis 2/3 tallage. Enfin, sachez qu'il existe aussi
la possibilité d'utiliser le N-Tester que vous connaissez tous sur les orges de printemps et également les orges d'hiver. Alors le N-Tester sur orge nous permet vraiment de profiter des contextes favorables puisque le N-Tester va nous permettre de diagnostiquer une carence ou non au stade 1 de nœud et de proposer une correction éventuelle. Alors, surtout, quelques bonnes pratiques pour l'utilisation du N-Tester sur les orges. Sachez qu'il est absolument nécessaire, à contrario du blé, de mettre en place dans votre parcelle une zone surfertilisée, c'est-à-dire vraiment une zone dédiée où vous avez apporté sur les 2 premiers apports une dose totale supérieure de 100 unités. L'idée, c'est d'avoir une dose donc surfertilisée qui va être comparée avec le N-Tester à votre parcelle en situation azotée standard. Ensuite, si on a un diagnostic qui nous demande une correction, cette correction, sachez qu'il faut l'apporter à 2 nœuds sur les orges et qu'il est essentiel de l'apporter si et seulement si il y a des pluies prévues, puisqu'on aurait un risque, s'il n'y avait pas de pluie, d'avoir une valorisation tardive et des teneurs en protéines qui pourraient trop augmenter. Alors sachez, en ordre de grandeur, que si on a des carences qui sont évaluées avec le N-Tester sur les orges et que l'on a une correction réalisée à 2 nœuds, eh bien on a en orge d'hiver, on a une tendance à avoir plus 0,8 points de protéines et plus de 11 quintaux hectares lorsqu'on a une carence qui a été évaluée et un apport réalisé. Sur orge de printemps, on est à 0,9 points de protéines et 6 quintaux hectares. Donc vraiment, c'est un excellent levier pour s'adapter au contexte de l'année, quand bien même il y aurait eu potentiellement des réductions de doses de doses totales. Le diagnostic N-Tester vous permettra de vous adapter au contexte. Sachez également qu'il existe FarmStar Orge, qui est développé et proposé par certains distributeurs en France, qui se base donc sur on va dire le même principe du N-Tester dans son idée, c'est-à-dire de s'adapter au contexte de l'année pour déceler d'éventuelles carences. Donc FarmStar Orge d'hiver existe pour le débouché fourrager et aussi le débouché brassicole. L'idée de FarmStar, c'est de réaliser un diagnostic autour de 2 nœuds de l'orge, puis de délivrer un conseil de manière rapide afin de venir apporter de l'azote si des pluies sont à prévoir autour du stade dernière feuille pointante. Voilà pour la partie fertilisation azotée. Merci Justin de Reckner pour cette présentation. Peut-être un petit résumé de ce qui s'est dit. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que nous souhaitions mettre en avant aujourd'hui et dans les temps à venir tout ce qui tourne autour de comment j'améliore l'efficience, l'efficacité du moindre gramme d'engrais azoté posé sur une espèce. Alors, bien évidemment, ici, on est sur des orges, mais vous imaginez bien que c'est vrai aussi pour des blés, voire d'autres espèces que celles traitées par Arvalis. Donc, lorsqu'on est dans un contexte économique tel que vous le connaissez, où chaque gramme d'azote coûte de plus en plus cher, on vous rappelle que de l'intérêt de calculer une dose prévisionnelle avec la méthode qu'il vous plaira, c'est souvent la méthode du bilan, mais ça peut être aussi une autre méthode, la méthode CAU, en Poitou-Charentes, je crois, en Lorraine, je crois, en regardant de très près, je pense, un peu plus que d'habitude, à mon avis, les postes de fourniture que sont le reliquat sortie hiver, puisque 20-30 unités de reliquat sortie hiver de plus de moins, c'est autant sur une dose totale. De bien regarder aussi l'azote absorbé par les thalles. C'est quelque chose qui apparaît ici et là dans quelques méthodologies utilisées en méthode du bilan en particulier, avec de mémoire, mais j'en suis pas sûr, le 5 unités d'azote par thalle produite, c'est l'ordre de grandeur.
Et c'est souvent ce qu'on a pu observer au cours des hivers doux. Donc ça, c'est au niveau de la méthode du bilan. Tout ce qui est fractionnement, bien évidemment, ça contribue à améliorer l'efficience de la fertilisation azotée. De grâce, n'apportez pas d'azote lorsque les CAU sont connus comme étant faibles. Céline Driou a commencé à répondre dans le chat à des questions comme celle-là. Il est clair que quand les besoins sont faibles, c'est pas la peine d'alimenter une espèce. Et puis d'autres raisons nous font dire que c'est pas la peine d'alimenter l'espèce non plus. Peut-être que Céline y reviendra dans ses questions. Et puis, n'oublions pas, alors c'est connu sur le blé, ça l'est moins sur les orges et c'est bien dommage, que nous disposons de méthodes de pilotage de la fertilisation azotée. Alors qu'il s'agisse de FarmStar au sein d'organismes de collecte et d'appro qui sont abonnés et qui proposent ce service, ou que ça soit de manière plus disparate ici et là avec la pince à chaîne testeur, avec, s'il vous plaît, n'oubliez pas de surfertiliser la parcelle au moment du deuxième apport afin de pouvoir faire un ratio entre cette parcelle surfertilisée et la parcelle que vous souhaitez fertiliser avec le logiciel issu du site Yara. Cyril Gaujard nous rejoint maintenant pour cette troisième étape du webinaire consacrée à la lutte contre les maladies des orges. Voilà, merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. Donc Cyril Gaujard, ingénieur régional en région centre, basé à Ouzouar-le-Marché. Donc ce matin, je vais aborder la partie maladie des orges avec un point sur les résistances vis-à-vis de l'helminthosporiose et puis les moyens de lutte, et on terminera par nos propositions de programme pour 2022. Voilà. Donc on peut commencer avec la diapo sur les nuisibilités des maladies sur orge. Donc ce graphique présente l'impact des maladies en absence de protection fongicide, voilà, depuis 2002. Donc sur le côté droit, on voit que l'année 2021, on observe 11,3 quintaux de nuisibilité, ce qui est inférieur à la moyenne sur 20 ans, hein, qui est à 14,9 quintaux. Donc une année 2021 marquée par une rhinchosporiose qui est arrivée assez tôt, ainsi que de la rouille naine dans les parties ouest, et une helminthosporiose qui est arrivée tardivement. Donc au global, hein, une année avec une nuisibilité assez faible. Donc, maintenant, je vais vous faire un point sur la résistance aux fongicides. Donc, par l'intermédiaire de notre réseau performance, hein, qui regroupe plusieurs partenaires, il est réalisé un suivi de la sensibilité des souches d'helminthosporiose aux fongicides chaque année. Donc, ces analyses sont réalisées par BASF. Donc, tout d'abord, concernant les strobilurines, hein, les QOI, eh bien, voilà, l'ensemble des échantillons reçus, 100%, étaient porteurs de la mutation 129L. Donc, et globalement, la fréquence globale de cette souche, on la retrouve elle est retrouvée dans 48% des souches étudiées, donc ce qui est assez important. Ensuite, on a également des résultats sur les SDHI. Donc, en ce qui concerne les SDHI, c'est un peu différent. On a plusieurs mutations et l'ensemble des échantillons qui ont été traités, ils étaient tous porteurs d'au moins une mutation. Voilà. Donc, la mutation la plus fréquente, hein, c'est la CG79R. Donc, cette mutation présente les facteurs de résistance les plus forts au SDHI. Et on voit que sur les dernières années, elle est présente entre 75 et 100% dans les échantillons qui sont observés. Et la fréquence moyenne de ces souches, c'est entre 53 et 60-65%. Donc voilà, des niveaux de résistance qui sont assez élevés et une situation qui ne faiblit pas. Donc face à cette résistance, nous avons des recommandations pour l'utilisation des fongicides.
Donc, il y a toujours un intérêt pour les QOI, mais à condition qu'ils soient associés à une triazole, en T2, et un seul QOI par campagne. Concernant les SDHI, une seule application de SDHI également par campagne est également associée. Dans certaines situations, avec un risque maladie important, on pourra effectuer des mélanges triples, SDHI, IDM et QOI, mais vraiment pour des situations, ces situations particulières à forte pression maladie. Voilà. Donc une résistance qui ne faiblit pas et qui est toujours présente. Voilà. Donc maintenant, nous allons aborder la protection des plantes. Et dès le semis avec la possibilité d'utiliser le traitement de semences Systiva. Donc Systiva est un traitement de semences composé de fluxapyroxade, un fongicide de la famille des SDHI. Donc ce produit s'utilise à une dose de 0,15 litres quintal et pour un semis d'environ 130 kg hectare, on apporte environ 65 grammes de matière active hectare. Voilà, mon Systiva doit être associé à un partenaire, type prémisse 25 FS. Voilà, donc les effets revendiqués sont les maladies de la semence, et puis bien sûr les maladies foliaires précoces. Donc là, on parle de la rhynchosporiose, de l'oïdium, de la rouille naine. L'helminthosporiose est également citée, mais face aux situations de résistance, voilà, l'intérêt est moindre. Et à partir du moment où il est revendiqué une efficacité sur les maladies foliaires, il conviendra de comptabiliser ce traitement de semences comme une application à part entière, donc dans la gestion du risque résistance. Donc lorsque l'on recommande un seul SDHI par campagne, on doit le prendre en considération. Donc je vais vous présenter nos résultats 2021 sur orge d'hiver. Donc 2 essais réalisés sur la variété KVS Faro. Donc là, nous avons une comparaison qui est le Systiva sur le côté gauche du tableau, Systiva plus 1T2, donc comparé à la référence traitement de semences, donc Céleste, plus T1 et plus T2. Donc Systiva plus T2, c'est la promesse produit. Donc sur la première ligne, nous avons Systiva plus un T2 Madison comparé à Céleste plus T1 plus T2 et un T2 Cardix Twist. Donc là, dans cette situation, on voit un petit avantage pour Systiva. Et dans la deuxième ligne, où la protection fongicide est différente derrière Systiva avec curvature comète, eh bien, on s'aperçoit que on n'a pas de différence entre les deux. Donc, ces résultats sont non significatifs, mais voilà, ce sont les tendances que nous observons. Ensuite, nous avons également une deuxième comparaison dans ces essais, c'est qu'on compare le Systiva plus T2 comparé à la référence traitement de semences plus T2 uniquement, donc il n'y a pas de T1. Donc, dans la première ligne, donc Systiva suivi de Madison comparé au Céleste plus Cardix Twist, on observe un avantage pour Systiva. Voilà, donc ah oui, j'ai oublié de vous préciser, quand on a les gains bruts et gains nets, sur la partie gains nets, c'est qu'on a soustrait le coût des fongicides. Donc, voilà, et dans la deuxième ligne, nous avons Systiva plus curvature comète comparé à Céleste plus Cardix Twist. Et là, l'effet en gain net, il est nul. Donc, dans nos essais sur orge d'hiver, les gains sont limités. Je rappelle que il n'y a pas de différence statistique sur nos essais. Maintenant, je vais vous présenter nos résultats sur orge de printemps semée d'automne. Donc là, nous avions 2 essais, dans le Cher et dans le Loir-et-Cher. Donc c'est pareil, nous avons une comparaison de Systiva plus le T2, comparé à la référence TS plus T1 plus T2. Donc sur la première ligne, on retrouve Systiva suivi de Madison, et comparé à Céleste plus T1 plus T2 avec Cardix Twist. Donc là, on observe également
un gain net qui est assez modéré. Et que lorsque l'on prend la deuxième ligne avec une autre protection fongicide derrière Systiva, ben là, on n'a pas du tout de gain net. Donc voilà des situations qui sont variables et des gains nets assez limités. Donc je vais faire un focus sur les maladies foliaires. Donc sur l'essai réalisé à Binat dans le Loir-et-Cher, nous avions les deux maladies, rhynchosporiose et helminthosporiose. Donc, sur la partie gauche, nous avons le graphique avec la rhynchosporiose. Donc, là, on présente les surfaces de malades sur feuilles. Et on fait une comparaison entre Céleste seul et Systiva seul. C'est-à-dire qu'on fait une comparaison sans aucune protection foliaire. On compare juste les matières séparément. Donc, dans le bas du graphique, vous avez les lignes rouges. Eh bien, ce sont les plantes qui sont traitées avec Systiva. Vous avez sur F4, sur F3. Donc, on voit un très bon niveau de contrôle puisque les surfaces malades sont très faibles. Et en bleu, ce sont les plantes qui ont reçu le traitement avec Céleste, qui n'a aucune efficacité sur rhynchosporiose. Et on voit les niveaux de maladie qui sont de 59 et 33% sur F4 et F3. Donc, on confirme là une très bonne efficacité de Systiva sur rhynchosporiose. Sur la partie droite, le graphique sur l'évolution de l'helminthosporiose, donc c'est le même principe. On a fait une observation sur les surfaces malades et on compare en bleu Céleste et Systiva en rouge. Alors, ce qu'on peut remarquer sur ce graphique, c'est que les surfaces atteintes par l'helminthosporiose sont plus importantes derrière un traitement Systiva. Alors, ça s'explique par la nette efficacité de Systiva sur rhynchosporiose. De ce fait, les feuilles sont propres et sont disponibles pour que l'helminthosporiose s'installe. Donc, il n'y a plus de compétition entre les maladies. Voilà ce que nous avons pu observer sur orge de printemps. Voilà. Donc maintenant, je vais en venir à vous donner notre avis sur Systiva. Donc, pour nous, les risques d'accélération de la sélection de souches de maladies résistantes au SDHI sont trop importants, puisque le traitement de semences exerce une forte pression de sélection dès le départ. Voilà. Et puis ensuite, le principe d'un traitement de semences systématique va à l'encontre du principe de la protection intégrée, qui consiste à observer, utiliser des OAD et à décider ou non d'une intervention. Voilà, notre avis sur Systiva. Donc, sur la diapositive suivante, je vais aborder la valorisation du T1 sur orge d'hiver. Donc, voilà, afin de mesurer l'effet d'un T1 sur orge, nous avons pris les résultats de 80 situations sur 5 années. Voilà. Donc, dans ces essais, il y avait des modalités avec des programmes fongicides T1 plus T2, et il y avait également des modalités avec uniquement une protection T2. Donc, pour évaluer l'effet du T1, nous avons soustrait les rendements obtenus avec les modalités T2 au rendement obtenu avec les modalités T1 plus T2, de manière à ne garder que l'effet du T1. Donc, dans les résultats présentés, on parle ici uniquement de rendement net, c'est-à-dire que l'on a soustrait le coût du fongicide. Donc, les rendements nets sont donc positionnés sur le graphique. Sur la gauche, vous avez les rendements nets négatifs. Et sur le côté droit, vous avez les rendements nets positifs et avec des effets quand même très, très intéressants. Donc, et puis, on est parti du principe que pour réaliser un T1, il fallait un gain net d'au moins 1 quintal par hectare. C'est ce que vous retrouvez. Il y a une petite ligne noire à l'horizontale au niveau de 1, voilà, qui sépare la population en deux. C'est-à-dire que sur la partie gauche du graphique, sur fond légèrement rosé, ce sont les situations pour lesquelles le gain net est inférieur à 1 quintal hectare. Et sur la partie droite du graphique, ce sont les situations pour lesquelles le gain net est supérieur ou égal à 1 quintal
par hectare. Voilà. Donc, les situations où le T1 est non valorisé à gauche, ce sont 42 essais sur 80, et les situations où le T1 est valorisé à droite, ce sont 38 situations sur 80. Donc, en gros, 1 sur 2. Voilà. Donc, et comme nous avons mis au point un modèle qui vise à justifier un T1, eh bien, nous avons colorié en vert les essais qui étaient correctement prédits par le modèle. Donc, et en rouge, les situations qui n'étaient pas correctement prédites. Donc, sur la partie droite, par exemple, tout ce qui est en vert, eh bien, ce sont les situations où le modèle a donné la bonne décision, c'est-à-dire il faut traiter, on a traité et c'est largement positif. Et en rouge, c'est les situations inverses. Alors, ce que l'on peut voir globalement, c'est que sur la partie droite, ben, le modèle identifie assez bien les situations à fort enjeu du T1. Voilà, voilà, c'est là qu'on a les gains les plus forts. Par contre, sur la partie gauche, hein, sur le fond rosé, on s'aperçoit que le modèle distingue un peu plus difficilement les cas où le T1 n'est pas justifié. Alors, ce que l'on peut retenir de ce graphique, c'est que ben, le T1 n'est pas valorisé dans une situation sur 2. Donc, et que le modèle identifie assez bien les situations où il y a un fort enjeu pour le T1. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser un modèle, d'observer et de ne pas faire un traitement systématique. Donc, un point qui est également à prendre en considération hein, lorsque l'on parle de réaliser un traitement, c'est aussi d'utiliser le levier variétal. Voilà, on a aujourd'hui sur un certain nombre de maladies des variétés on peut utiliser la lutte génétique. Donc là, on vous a présenté la rhynchosporiose et la rouinène. Bon, par exemple, sur la rhynchosporiose, on voit que si on prend des variétés sensibles type étincelle ou Raffaella, ben voilà, si on choisit de semer une variété type mascotte qui est en haut du tableau, ben on pourrait éventuellement se passer d'un T1. Voilà, parce la rhynchosporiose, la rouinène sont des maladies que l'on peut rencontrer assez tôt en végétation et qui peuvent amener ou non à entraîner une application fongicide. Voilà. Donc, je vais maintenant faire un point sur la ramulariose, une maladie de fin de cycle qui est fréquente dans la moitié ouest de la France. Donc, cette maladie qui arrive tardivement est souvent confondue soit avec des taches d'helminthosporiose, des grillures, des taches physiologiques. Par contre, la ramulariose a une particularité, c'est que sur la face supérieure comme sur la face inférieure, vous avez la même tache. Voilà. Donc voilà, ça peut aider à faire le diagnostic. Et puis, si on ne distingue pas suffisamment, on peut toujours mettre une feuille dans une bouteille plastique avec un petit peu d'eau, attendre 24 heures, et puis observer la feuille, hein, voir si on a un feutrage blanc sur la face inférieure. Voilà, ça peut aider également au diagnostic. Alors, pour lutter contre la ramulariose, bon, il existe un classement des variétés, mais en ramulariose, on parlera plus de tolérance vis-à-vis de la ramulariose, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui des variétés avec des résistances, comme on peut le voir sur rhynchosporiose ou sur rouinène. C'est voilà, entre les plus sensibles et les plus résistantes, il n'y a pas un gros écart. Donc, on s'orientera davantage sur une protection fongicide. Et là, on a des protections à base de benzovindiflupyr, hein, type Elatus-Sera, ou à base de mefentrifluconazole, comme Revistar, Amplitude et autres. Voilà. Alors, ces produits sont efficaces, mais ils restent inférieurs en termes d'efficacité au chlorothalonil que l'on utilisait les années précédentes, mais bon, le chlorothalonil n'existe plus. Voilà. Et en 2021, nous avons pu tester le Folpel, donc un produit qui donne de très bons résultats sur ramulariose. Par contre, ce produit n'a pas d'AMM aujourd'hui sur orge, donc il ne peut pas être utilisé en tant que tel. Et pour finir, écoutez, je vais suite aux résultats sur plusieurs années dans nos essais, nous vous proposons
des programmes fongicides au T2. Bon, le T2 qui est le point pivot de la protection fongicide sur orge, hein, avec nos équivalences techniques pour une somme de 45 €. Voilà. Donc, on vous propose ces solutions qui sont corrélées aux aspects résistance, puisqu'on va retrouver dans la première partie du tableau des associations triazole plus SDHI, puis ensuite triazole plus strobilurine, et pour finir, triazole plus SDHI plus strobilurine. Donc, et cette dernière situation étant vraiment à réserver aux situations à fort risque maladie. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver également les propositions de programmes dans les guides régionaux qui seront à votre disposition sur le site Arvalis. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Je redonne la parole à Luc Pelcé. Voilà, merci. Merci Cyril Gojard pour ce dossier. Ce dossier traité en une bonne vingtaine de minutes qui bien évidemment ne fait pas tout le tour de la question et on le voit à travers les questions qui sont posées dans le chat. Néanmoins, si je résume un petit peu les choses, vous l'avez observé depuis 2 ans, en particulier sur les orges d'hiver, la nuisibilité des maladies est plutôt à la baisse. Bien évidemment, les raisons climatiques existent pour expliquer cela. Nos collègues des variétés, je pense à Isabelle Chaillet en particulier, nous montrent aussi que de plus en plus de variétés fourragères ont des tolérances aux maladies qui deviennent très intéressantes, hein, du genre du LG Absalon que l'on peut retrouver en blé et qui nous manquait cruellement en orge d'hiver. C'est un petit peu moins vrai sur les débouchés brassicoles. Ça nous engage et ça nous encourage cette sensibilité aux variétés aux maladies qui se réduit à utiliser un outil de pilotage pour le choix du T1. Et lorsque nous devons être amenés à traiter, vous l'avez constaté, nous sommes relativement réservés sur l'utilisation d'un traitement de semences à base de SDHI pur en traitement de semences et nous privilégions toujours des traitements en végétation qui associent des matières actives ayant des modes d'action différents et en alternant d'un traitement à l'autre, si tant est qu'il y en ait plusieurs à faire en végétation, des matières actives ayant des produits ayant des matières actives différentes. Nous vous remercions pour votre grande attention, la richesse des questions que vous avez posées et bien évidemment, je remercie l'ensemble des collègues qui ont participé et organisé ce webinaire. Vous avez votre contact habituel en région, à mon avis, soit vous le connaissez, soit vous allez vite le trouver sur arvalis-info.fr, région par région. Plus précisément, les différents intervenants et modérateurs qui ont participé à ce webinaire sont à votre complète disposition pour répondre plus avant sur des questions que vous auriez à leur poser et en particulier sont répertoriées ici un certain nombre d'adresses email que je vous invite à utiliser si vous le souhaitez. Merci et bonne journée à tous et à bientôt pour un prochain webinaire.